Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 53, déjà votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle avec Thomas et Adrien. Comment ça va, Adrien? C'est moi. Eh ben ça va très bien. Chaud, trop chaud, beaucoup trop chaud. Oui. Mais c'est bien. Hein, On n'a pas le droit de se plaindre puisque maintenant il fait chaud. Il n'y a plus de saison, mon vieux, je te le dis, il n'y a plus de saison. Plus de Voilà, saison, non, mais il a la plu bonne pendant dame. 2 mois, maintenant c'est la canicule. Qu'est-ce qu'on fait? Je Écoute. sais pas, voilà. Moi, je propose qu'on se rafraîchisse avec des petites news. Voilà, hein, avec de l'actu pop culture, en veux-tu, en voilà. Voilà, ça nous refait un petit peu le teint. Un petit pot de pêche. Et puis on sera très très bien. Je pense, hein. Exactement, Voilà. bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Dis-moi tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme d'habitude, le conducteur aux petits oignons avec les news, les brèves de la semaine, le point box-office d'Adrien autour de 2 gros films, mais aussi le gros sujet de la semaine autour de Pixar. Pixar qui veut bombarder les suites dans les prochaines années. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est la pire idée? On va en parler et en débattre avec Adrien. Ensuite, il y aura le radar de la semaine, des sorties de la semaine, mais aussi des recommandations de fin d'épisode. Et puis après, merci, bonsoir, à la semaine prochaine. Et nous, on enregistre notre débrief récap de l'épisode de House of the Dragon dans la foulée, qui sera disponible sur les plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube, etc. Avant de commencer, on se rappelle de mettre les petites étoiles là où on doit en mettre, c'est-à-dire sur les applications de podcast, mais aussi les petits pouces en l'air dans tous les réseaux sociaux où vous nous trouvez. Et puis rejoignez notre Discord, la communauté rapprochée, et puis donnez quelques deniers, abonnez-vous sur notre page Ko-fi, ça nous fera super plaisir évidemment de vous compter parmi nos soutiens privilégiés. Merci à tous ceux qui le sont déjà. Je crois que c'est bon, hein. Très bien, impeccable, et on est de plus en plus nombreux sur Discord, donc ça c'est très cool et ça discute beaucoup. En ce moment on n'a pas trop de jeux de la communauté parce qu'on fait nos débriefs de House of the Dragon, mais ça reviendra très vite. Donc n'hésitez pas à venir, ça nous fait toujours plaisir de partager des news et des petites infos et des histoires rigolotes autour de la pop culture. Des histoires rigolotes et des mèmes, surtout les mèmes, c'est important. Tous les mèmes, exactement, on aime les mèmes. Exactement. Voilà. Allez, écoute, je crois que c'est moi qui commence avec les news de la semaine. Je vous propose de parler de Blade. Pourquoi on parle de Blade? Parce que Blade est dans ce qu'on appelle l'enfer du développement. Ça fait 5 ans qu'il a été annoncé à la Comic-Con en grande pompe par Marvel Studios à la Comic-Con de San Diego, en présence de Mahershala Ali, qui doit incarner Blade à la place de Wesley Snipes dans cette nouvelle incarnation, interne au MCU. Et depuis, on n'a toujours rien qui avance. Mais pourquoi ? On va vous expliquer un petit peu pourquoi. Yann Demange a quitté le projet, c'est le 2e réalisateur à s'en aller du projet. D'après les sources, c'est parce que Marvel et Demange étaient frustrés tous les deux par le processus de développement et la longueur qu'il prend, d'accord ? On a d'un autre côté Mahershala Ali, lui aussi, qui serait de plus en plus frustré par le temps que ça prend. Ça a été annoncé en 2019, comme je vous le disais. Il avait lui-même choisi Demange après le départ de Bassam Tariq en 2022. Il se trouve que Mahershala Ali a beaucoup d'influence sur le projet, contrairement à d'autres acteurs du MCU, ce qui est plutôt rare. C'est parce que c'est lui qui a porté le projet dès le début et qui a proposé le projet à Marvel. C'est lui qui imagine le film un petit peu comme son Black Panther à lui. Et le problème, c'est que évidemment, il y a eu le Covid qui a un petit peu shut down tout ça. Ensuite, il y a eu la grève des scénaristes, puis la grève des acteurs, et d'après un agent qui a parlé au Hollywood Reporter, il y a des gens qui ont raté 3 créneaux pour filmer d'autres films et d'autres séries à cause de ça. Donc ça commence à être compliqué. Il y a même Marvel qui a laissé partir certains acteurs du projet parce que en fait ils étaient pieds et poings liés à cause de ça, et ça fait 5 ans quoi, donc ça commence à faire beaucoup. Un insider dit que chez Marvel, on lui accordait trop peu d'attention à ce projet, et que c'est un peu un des effets de l'ère du too much chez Marvel Studios, c'est-à-dire que on en faisait trop, et donc du coup on n'avait pas vraiment l'occasion de porter attention à tous les projets. Donc ils espèrent évidemment le sortir un petit peu des limbes. Il y a une version qui devait être tournée dans les années 20, donc Blade aurait été dans les années 20, ce qui aurait pu être intéressant. Il y a une autre version qui a fait construire un énorme train dans un studio. A priori, ça sera pas utilisé non plus, et la version actuelle doit se dérouler à l'ère moderne. Donc en fait, ils ont vraiment écrit, réécrit tout le temps ce projet, à savoir que c'est le 6e changement de scénariste depuis l'annonce du projet. Ça commence à faire beaucoup effectivement. Là. Et là, le nouveau plan, en fait, c'est que le script doit être écrit cet été, et ensuite doit être confié à un réalisateur. Et d'après le Hollywood Reporter, du coup, c'est ce que je disais, il y a eu déjà 6 changements de scénaristes, et à l'heure actuelle, c'est Eric Pearson, comme on en avait parlé, donc Thor Ragnarok, Black Widow et 4 Fantastiques, qui écrit le film.
Mais bon, tout ça pour vous dire que on n'est vraiment pas près de le voir, hein, ce Blade de Mahershala Ali, parce que, en fait, depuis 5 ans, il repart à zéro, en fait, ce film. Ce sera peut-être intéressant de connaître toute l'histoire une fois que le film sera sorti, s'il sort un jour. Un post-mortem, ce serait ouf. Post-mortem, j'aimerais bien. C'est pas très rassurant quand même, je viens d'y penser, ce que tu viens de dire au niveau... déjà, l'état du film n'est pas très rassurant, mais surtout le scénariste dernier scénariste en date là qui s'est occupé de Black Widow, qui s'est occupé de tout ça, c'est pas foufou non plus quoi, donc on espère que ce sera bien quoi, mais limite il faut pas le sortir si pour le sortir quoi, faut vraiment que ce soit propre quoi. Et a priori vraiment il besogne dessus histoire de le retravailler, de faire en sorte que ça vaille le coup d'être sorti, mais le personnage est incroyable hein. Et le personnage est ouf. Le personnage est ouf, la trilogie, les 2 premiers sont super, surtout le 2 de Guillermo del Toro, donc ça vaut le coup de faire quelque chose quoi, mais il faut faire oublier Wesley Snipes et faut ce qui est pas évident. Bon, le gros avantage c'est que Blade il a pas été traité depuis 25-30 ans quoi, donc oui, ça va. La nouvelle génération l'a oublié. C'est pas Spider-Man. Tiens, en parlant de ça, je parle de nouvelle génération comme ça, c'est fou, je regardais un truc récemment, en fait, je crois que c'était un professeur américain qui parlait de pop culture à ses élèves, et en fait, mais d'une université, hein, pas juste tu vois, dans un collège ou dans un lycée, et en fait, les gamins ne connaissaient pas Matrix ou n'avaient pas vu Matrix, en fait, parce que Matrix a 25 ans, et en fait, ça leur passe au-dessus, et pour eux, c'est un film qui date, et en fait, ça, c'est plus du tout, tu vois, dans l'air du temps, et ça me file un coup de vieux, c'est ouf, tu m'étonnes. De dire que Matrix n'est pas rentré, tu vois, dans l'inconscient collectif comme a pu l'être Star Wars techniquement, tu vois. Et pourtant le film a eu 3 suites quoi. Donc ouais, j'avoue. C'est toujours étrange. J'aimerais bien un jour en parler avec un Jones, comme on dit, parce que nous maintenant on est vieux, hein, et c'est vrai que c'est étonnant de voir ça. Je précise quand même que j'ai parlé des 4 Fantastiques, et Pearson c'est le nouveau 4 Fantastiques, hein, celui de 2025, pas les anciens. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est moins rassurant que Thor Ragnarok. Enfin, Thor Ragnarok ça va encore, Black Widow... Oui, Thor Ragnarok ça va encore. C'est pas Love and Thunder quoi. Non, Love and Thunder c'était chaud, mais ouais, carrément. Voilà, je te propose d'enchaîner Adrien avec Netflix qui veut se lancer dans des expériences permanentes. C'est quoi ce délire ? Alors en fait, Netflix va créer des expériences permanentes comme tu viens de le dire. En gros, c'est les Netflix Houses, ils appellent ça comme ça. En fait, ça comprendra des magasins, des restaurants et des activités immersives qui s'appuieront sur des expériences directement inspirées de Bridgerton, de La Casa de Papel, de Stranger Things, de Squid Game ou encore voilà, d'autres séries et films bien connus et qui ont cartonné sur la plateforme Netflix. Tout ça, va y avoir en fait des Netflix Houses, 2 premières Netflix Houses aux États-Unis, c'est prévu pour 2025 et voilà ce que dit la plateforme pour annoncer ce projet. À Netflix House, vous pouvez profiter d'expériences immersives régulièrement mises à jour, vous adonner à la thérapie par le shopping et goûter littéralement à vos films et séries Netflix préférés grâce à des offres de nourriture et de boissons uniques. Bon, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Le communiqué dit aussi la chose suivante. Nous avons lancé plus de 50 expériences dans 25 villes. Ça, c'est vrai, on en avait vu aussi à Paris. Il y avait des choses, notamment Stranger Things, autour de la série. C'est les pros de la com. C'est les pros de la com, il y avait des pop-up stores, des choses comme ça. Et il poursuit en disant Netflix House représente la nouvelle génération de ces offres distinctives. Les lieux donneront vie à nos histoires bien aimées de manière nouvelle, en constante évolution et inattendue. Donc ça apparaîtra en fait donc aux États-Unis, comme je l'ai dit, souvent dans des centres commerciaux, donc des malls. Il y en aura un à Dallas notamment, et ça s'étendra sur des milliers de mètres carrés. Donc le premier, ils le disent, c'est 9290 mètres carrés quand même, donc c'est pas dégueulasse pour une expérience comme ça. Et à l'extérieur, il y aura aussi des sculptures et des fresques qui mettront en avant les personnages de séries et films populaires de Netflix. Et je termine sur le communiqué. Imaginez-vous valser avec votre partenaire sur une reprise orchestrale d'une chanson de Taylor Swift sur une réplique du plateau de Bridgerton, puis tourner au coin pour participer au défi du Glass Bridge de Squid Game. Les visiteurs pourront ensuite prendre un repas dans un restaurant à proximité, inspiré par des émissions Netflix du monde entier, ou pourront faire du shopping pour acheter le t-shirt Hellfire Club de Stranger Things qu'ils ont toujours voulu. Voilà. Donc, c'est très, très clairement
C'est des centres commerciaux, quoi. C'est complètement une boutique, voilà, centre commercial. C'est achète mes produits et ils parlent même pas, tu vois, du fait d'avoir des stars qui viennent de temps en temps faire un détour pour ça. Ce sera juste mercantile à mort. Ouais, bien sûr. Et est-ce que ça arrivera en France? C'est pas sûr, mais si ça cartonne aux États-Unis, pourquoi pas, quoi. Voilà. Ouais, bah alors je pense que c'est aussi une manière pour eux de promouvoir leurs nouvelles séries et leurs nouveaux événements directement chez eux, quoi. Ouais, c'est... Qui est pas con. C'est pas con du tout, évidemment. Est-ce que ça marchera? Parce que ce genre de truc peut vite se casser la gueule. Après... Les ricains, ils aiment bien. Ah, les ricains, ils adorent ça. Le modèle du centre commercial en France, par contre, c'est un peu plus complexe. J'ai l'impression que ça tient quand même un peu et ça prend un peu plus d'ampleur depuis que les fast-food cartonnent en France. Ouais. Genre, il y a un regain en fait d'amour pour le fast-food et je crois qu'on est l'un des pays les plus consommateurs de fast-food en France. Il y a même des chaînes, ça m'a étonné. Près de chez moi, il y a des chaînes vraiment ricaines qui se sont installées, genre Popeye. Pour moi, c'est extrêmement américain en fait. Oui, de fou. Et ça s'est installé juste à côté de chez moi. Je fais ok, ouais, on a passé un cap là quand même. C'est du poulet frit, hein, Popeye. Ouais, c'est du poulet frit, tu vois. J'ai goûté celui à Gare de l'Est, Gare du Nord. Tu vois, bon bah à Paris, why not, quoi, mais même en province, donc je suis à deux doigts de voir un Wendy's débarquer, tu vois. Enfin, écoute. Quel intérêt d'aller aux États-Unis s'il y a déjà tout ça en France? C'est pas faux, c'est pas faux. Mec, la culture ricaine, c'est ça. On fait attention à son bilan carbone, bien entendu. Oui, à son bilan, surtout à son bilan cholestérol, surtout. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, voilà, et peut-être que c'est aussi une façon de développer à la Disney, à la Universal, leur licence pour créer des semi-parcs d'attractions, semi-trucs, tu vois, vraiment des lieux de rendez-vous, parce que, tu vois, ça marche aussi comme ça, quoi. Netflix n'a pas d'autres moyens de se développer, tu vois, parce qu'ils ont cette plateforme-là, mais ils peuvent pas forcément faire autre chose, quoi. Donc c'est super malin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... malin, quoi. Non, mais c'est malin de leur part de trouver aussi une manière d'exister dans le monde réel, un petit peu à la Disney. Et je pense que c'est un peu ça la prochaine étape, quoi. Oui, carrément. Est-ce que les licences sont assez solides, par contre? Ah bah ça, faudra voir. Je suis plus curieux de ça, tu vois. Un Stranger Things, un Bridgerton et un Squid Game, oui. Et ils ont pas non plus, tu vois, 37... Et The Witcher. Et The Witcher. Ouais, The Witcher, ouais, encore. Mais ouais, non, après, voilà, on verra. Très bien, bah écoutez, on surveillera, on vous dira si ça vaut le coup ou pas. Mais là, en l'état, ça a l'air d'être quand même juste histoire de vendre des merdes, on va pas se mentir. Clairement. Très bien, parlons un petit peu de House of Dragon, qui a fait sa première diffusion de l'épisode 1 de la saison 2 la semaine dernière. On vous invite évidemment à écouter notre débrief en podcast, mais aussi en vidéo, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. C'est un format très sympathique auquel on s'est adonné tous les deux la semaine dernière, et on continue cette semaine avec l'épisode 2. On voulait vous parler un petit peu des audiences de ce lancement de saison 2, qui sont... Alors, alarmantes, non, mais qui sont décevantes. Pourquoi? Puisque Warner Bros. Discovery a présenté des chiffres en baisse par rapport à l'année d'avant, par rapport à l'épisode 1 de la saison 1, donc le lancement de la série, puisqu'on était donc à 10 millions de téléspectateurs au moment, le soir du lancement donc, de l'épisode 1 saison 1, et on est à 7,8 millions de téléspectateurs le soir du lancement, à la fois sur HBO et en streaming. Donc ça, c'est les chiffres officiels, donc on est sur un moins 22% quand même, hein. Ça pique, hein. Ça pique un peu, sachant que d'une manière générale, on attend soit à peu près aussi bien, soit mieux. En revanche, on a appris que c'était un record de visionnage pour une journée sur Max, grâce à House of Dragon, ce qui paraît logique, puisque Max s'est lancé dans une partie de l'Europe de l'Ouest depuis 10 jours. Et chez nous, notamment. Et chez nous, notamment en France. D'après Samba TV, donc, qui fait uniquement les chiffres du lancement du Brésil. Oui, c'est ça. De diffusion, on va dire, de l'épisode en tant que tel, donc juste sur une heure, c'est du moins 50% par rapport au premier épisode de HBO, sur HBO et sur Max. Donc on est à 1,3 million versus 2,6. Bon, par contre, en Amérique latine, on est à plus 30% versus saison 1, épisode 1. Bon, ce qui est le meilleur lancement dans la région, mais en tout cas, ce qui n'empêche pas la série d'avoir été renouvelée par HBO 4 jours avant la diffusion de la saison 2, donc a priori ça met pas en péril tout ça, mais ce qui pose question évidemment sur le pourquoi du comment. Est-ce que l'attente d'1 an et demi a joué? C'est pas impossible.
je pense. Est-ce que l'offre de plus en plus pléthorique de plateformes de streaming jouant la défaveur de certains streamers qui comptent plus sur l'événementiel comme HBO, c'est-à-dire on a 1, 2, 3 séries grand max par an, donc ça veut dire qu'il faut que vous vous rabonniez à quelque chose pour nous voir. Peut-être que ça joue aussi, parce que les gens n'étaient pas trop au courant, même si je trouve que le marketing a été assez agressif sur House of the Dragon. Bon, tout ça pour vous dire qu'on va suivre évidemment la situation, voir si l'épisode 2 est toujours en baisse par rapport à la saison 1. Et voilà, peut-être aussi que les gens se sont lassés de la fin de saison 1, comme tu nous en parlais rapidement. Peut-être, hein, c'est un avis perso. J'en ai parlé autour de moi, hein, les gens sont un peu déçus, hein, l'épisode 1. Ouais, je comprends. Il y en a beaucoup qui le trouvent très très mou et que ça leur donne pas spécialement envie de continuer la saison 2. Restez quand même avec nous hein, pour le débrief si vous êtes en live et écoutez notre débrief ou regardez-le après si vous avez écouté le podcast. Et non, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, c'est une série qui prend son temps et il faut lui laisser son temps, je pense. Ouais. Là, ça vaut le coup avec l'épisode 2. On voit que la série avance un peu et c'est juste que c'est j'ai l'impression que c'est un gros diesel. Mais comme ils veulent respecter à fond les écrits de George Martin et pas faire l'erreur qu'avaient fait les créateurs de Game of Thrones en ayant rushé la fin de Game of Thrones, et ils sont un peu obligés de faire les choses dans l'ordre, quoi. Bien sûr. Et donc c'est tout à leur honneur aussi de respecter ça, quoi. Ce qui peut être problématique effectivement sur le contenu par moment, effectivement. Je pense que les 3-4 premiers épisodes vont pas être foufou, quoi. Non, c'est ce qu'on avait lu un petit peu dans les critiques, effectivement. Ouais, voilà. Je pense qu'à partir du moment où ça va décoller, tel un vol de dragon, là, il va y avoir du bouche-à-oreille. Dans le chat, ça le dit, mais justement, je suis curieux. Enfin, je comprends pas. J'ai vu ça, que le bouche-à-oreille fonctionne pas. En fait, le bouche-à-oreille n'a pas de raison de fonctionner pour l'instant, parce qu'en fait, il se passe pas grand-chose et c'est pas incroyable non plus, quoi. Je serais un néophyte et je débarquerais en matant la série pour la première fois. J'en parlerai pas à mes potes, hein. Enfin je ferais oui c'est sympatoche quoi, mais c'est pas non plus renversant quoi. On en reparle dans 4, 5, 6 semaines, tu vois. Peut-être que là ce sera très différent. À voir. Évidemment on traitera toute la saison 2 dans des podcasts supplémentaires, donc évidemment soyez présents. Exactement. J'ai complètement cassé mon overlay. Voilà. Il a cassé son overlay. Je te propose de terminer avec les grosses news autour de Eric Kripke, c'est difficile dur à dire. Eric Kripke. Moi je dis Kripke. C'est Kripke, hein. Eric Kripke, qui n'est autre que le créateur de The Boys, de la série The Boys. Qu'est-ce qu'il nous raconte cette semaine ? Et qu'est-ce qu'il nous raconte ? Justement, la série The Boys est actuellement en diffusion avec sa saison 4 et Eric Kripke a été interviewé par le magazine américain Rolling Stone sur évidemment la place de The Boys actuellement avec la politique américaine, ce que ça représente, etc. Le fait que bizarrement les gens de droite américaine ne comprennent pas en fait que la série tacle complètement les Trumpistes, etc. Et il est surpris que les gens s'en rendent compte que maintenant en fait que cette série tacle. Putain, les gens sont tellement débiles. Les gens sont fous, mais pas qu'aux États-Unis. Non, ça on le sait. Allez voter. Allez voter. Et donc voilà, qu'est-ce qu'il dit que je vais pas parler de ça en fait, il parle de ça en long, en large et en travers, mais il parle aussi d'un autre projet, enfin il aimerait que ce soit un de ses projets, c'est Star Wars. C'est ce qu'il dit en fait dans le papier de Rolling Stone. Voilà ce qu'on peut y lire. À 50 ans, Eric Kripke se comporte toujours plus comme un scénariste de télévision chevronné que comme le mini-mogul qu'il est devenu, portant un t-shirt gris ample, un jean et des New Balance. Sur les étagères de son bureau se trouvent des romans de Stephen King et James M. Roy, une collection complète de la série bande dessinée The Boys, divers prix et une réplique du blaster de Han Solo. Nice. Pourquoi ? Parce que Kripke est un fan de Star Wars de longue date et a pleinement l'intention de faire quelque chose dans cet univers un jour. En fait, il développe un peu en disant que lui, il adorerait bosser dans l'univers de Star Wars. Il aimerait que ce soit faire une série ou un film, mais vraiment faire quelque chose. C'est pas plus développé que ça dans le papier, hein. Il y a pas plus de choses dites là-dessus, mais c'est très intéressant. Grave. Pourquoi pas, hein. Après, le problème, c'est que Kripke, il ferait certainement quelque chose de rated R, donc ce qui serait super, c'est ce qui manque, de déconseiller au moins de 17. Ouais. J'ai lu que Dave Filoni n'y était pas forcément contre.
Je ne sais pas quel est le point de vue de Disney à ce sujet. Oui, voilà. Mais alors, tu sais quoi ? Je pense que c'est très bien, tu me files, comment on dit, une segway, une perche, enfin impeccable, pour en parler. C'est parce qu'en fait, Disney, quand ils vont voir que Deadpool 3 va faire un carton incroyable en étant rated R, donc interdit au moins 18 chez nous et interdit au moins 17 aux États-Unis, ils vont se dire bah en fait, un petit peu de violence, un petit peu de sang, un petit peu de sexe, c'est cool, donc n'hésitons pas et allons-y, quoi. Il voit bien que Star Wars, ça se casse un peu la gueule. C'est pas faux. Très bien, bah écoutez, on restera évidemment à l'écoute, hein, mais de toute façon, maintenant, tout le monde parle de « j'aimerais bien faire du Star Wars » quand ils sont en interview, donc bon, voilà, ce n'est qu'un personnage de plus. Désormais, parlons un petit peu des brèves, puisqu'il y en a un certain nombre cette semaine, et on a fait exprès de ne pas parler de celles qui sont sorties aujourd'hui, pour les garder pour la semaine prochaine, parce qu'il y en a eu pas mal. Ils sont littéralement sortis 5 minutes certaines avant l'enregistrement. On avait un peu les boules. Première brève à signaler, Doug Liman, qui explique que Warner veut constamment lui téléphoner pour qu'il fasse une suite à Edge of Tomorrow. Donc ce qui montre qu'a priori chez Warner on est très intéressé par la licence, et c'est vrai que nous deux on aime bien Edge of Tomorrow, donc on aimerait bien avoir une suite effectivement, mais pour l'instant rien à annoncer, mais il y a un intérêt en tout cas de la part du studio. Jared Padalecki, on parlait de The Boys à l'instant, on sait que la saison 5 sera la dernière, et Jared Padalecki, donc, qui est un des deux frères Winchester, avec, comment il s'appelle, Jensen Ackles, qui est apparu dans The Boys saison 3, pourrait tout à fait apparaître dans la saison 5, et Jared Padalecki a dit qu'il a déjà parlé avec Eric Kripke de ce sujet-là, et qu'il est très chaud, mais pour l'instant il n'y a pas encore d'annonce à faire. Benedict Cumberbatch, à l'occasion d'une interview chez Netflix, a annoncé, peut-être sans le savoir, qu'il serait bien dans Avengers 5 et que le tournage aurait lieu l'an prochain. Voilà donc une petite information au sujet de Avengers 5. On a eu la triste nouvelle évidemment d'apprendre la mort du mauvais Donald la semaine dernière, à savoir Donald Sutherland. Il avait 88 ans, on l'avait évidemment vu dans MASH, dans Clout, et mais aussi récemment plus dans Hunger Games évidemment, où il jouait le président Snow. Pete Docter s'est exprimé au sujet du futur de Pixar, on en parlera tout à l'heure dans notre grand sujet, mais il a aussi précisé et confirmé que la série spin-off de Vice Versa était prête d'ores et déjà et ferait sa diffusion dès le printemps prochain, le printemps 2025, donc ça arrive sur Disney+. Le budget de l'adaptation des frères Russo pour The Electric State, donc qui est une œuvre picturale de Simon Stalenhag qui est plutôt intéressante d'ailleurs visuellement. On sait d'ores et déjà quel est le budget de cette adaptation, c'est 300 millions de dollars, ce qui paraît énorme chez Netflix, avec notamment Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Giancarlo Esposito, Anthony Mackie et Brian Cox. Excusez du peu, l'information me vient de chez Puck News. On a aussi eu un premier visuel pour The Hedge Knight, donc la nouvelle série spin-off de Game of Thrones. On y voit Peter Claffey dans le rôle de Sir Duncan, donc le rôle principal, et on a aussi eu quelques annonces de casting, notamment Daniel Ings et Sam Spruell, qui vont jouer notamment des Targaryens dans ce spin-off qui se situe à peu près 90 ans avant Game of Thrones, et qui devrait faire sa diffusion potentiellement au début 2025. Donc voilà pour les informations Game of Thrones. Ian McKellen a chuté lors d'une représentation théâtrale la semaine dernière. Il a chuté depuis la scène, il s'est fait un petit peu mal, mais tout va bien. Il a repris le travail et les planches le mercredi suivant, donc ne vous inquiétez pas. Gandalf va bien. Je te coupe juste là-dessus parce qu'il y a aussi une autre chute, je sais pas si tu l'as vu. Ah non, j'ai pas vu, dis-moi. Rien à voir, mais c'est exactement la même chose, c'est Gilbert Montagnier en concert, je sais, il rigole, c'est pas bien, qui est tombé sur scène, voilà. Merde. Mais une bonne chute, hein. La vidéo est assez impressionnante. Il s'est pas fait mal? Apparemment un peu, mais ça va. Okay. Ouais. Mais en plus il est assez âgé comme Ian McKellen, quoi. Donc, ok, bon écoutez... Ou si vous voulez une séquence vidéo gag, allez-y, voilà.
C'est pas trop. Voilà, ça c'est fait. Je reprends le fil des brèves avec la confirmation qu'il y aura bien un Uncharted 2 avec Tom Holland. C'est lors d'une présentation chez Ciné Europe que Sony en a parlé cette semaine. Et enfin, Megalopolis sortira bien aux États-Unis et sera distribué par Lionsgate. On a cependant appris que Lionsgate ne paiera pas le coût marketing du film, qui est estimé entre 15 et 20 millions de dollars a priori, et ce sera de la poche de Francis Ford Coppola. Donc bon, c'est plutôt rassurant pour ce film, ou pas. Voilà, donc tout ça pour sortir... c'est pas rassurant, c'est pas rassurant du tout. Non, c'est très étonnant, mais écoutez... tu sens que c'est le projet qui va devoir porter jusqu'au bout, au-delà de l'avoir financé. Ça fait suite à une... des projections à Cannes qui étaient assez peu dithyrambique, on dirait. Dira-t-on. Tout le monde a dit que c'était vraiment nul à chier, faut pas se mentir. Et oui. Donc ça sort à l'automne, aux États-Unis en tout cas. En France, on n'a pas de date. 1500 salles, et pour l'instant en France, pas de news. Ouais, rien du tout. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait un peu crevard de la part de Lionsgate. Mais bon. J'espère juste qu'il va pas se mettre sur le tapis, le pauvre Coppola. Je pense pas non plus, mais en tout cas, ça fait beaucoup quand même. Une bonne partie de sa fortune. Ouais. Clairement. Écoute, en parlant de fortune, parlons du point box-office, Adrien, puisque là, pour le coup, c'est une vraie fortune qui est en train d'amasser Pixar et Disney. Exactement. Avec Vice Versa 2. Ouais, Vice Versa 2, donc il vient de sortir, on en a fait la critique, on vous invite à l'écouter soit en podcast, soit à la regarder sur YouTube et Dailymotion. C'est le film d'animation, évidemment, qui était assez attendu, mais on pensait pas que c'était aussi attendu, parce que là, c'est un énorme succès. On va commencer par la France. En France, le film a cumulé 1,698 000 entrées, dont 230 000 en avant-première sur 650 salles à la fin de son premier week-end. Et c'est déjà le meilleur démarrage de 2024. C'est assez fou. À l'échelle mondiale, Vice Versa 2 a atteint 724 millions de dollars de recettes après son deuxième week-end, avec 355 millions de dollars aux États-Unis et le reste, évidemment, dans les territoires où il est sorti. Les estimations vont jusqu'à dire en fait que le film pourrait atteindre un score final d'1,4 milliard de dollars, ce qui en ferait le plus grand succès de tous les temps pour une production Pixar, puisqu'il surpasserait Les Indestructibles 2, qui avait fait lui 1,2 milliard de dollars en 2018. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Évidemment, il y a d'autres territoires sur lesquels il va sortir, et puis ça va continuer à progresser, et le bouche-oreille va bien fonctionner. Encore une fois, c'est un très bon film. On en parlera en reco. C'est vrai qu'on a fait la critique, mais on va aussi un petit peu en parler en recommandation à la fin de l'émission. Mais d'ailleurs, je crois que je le disais il y a une semaine, où dans la critique, je parlais du fait que potentiellement il pouvait atteindre le milliard. Là, c'est quasi acté, mais en disant ça, j'étais pas trop sûr de moi quand même. Vous êtes Nostradamus ? Je suis Nostradamus, mais c'est assez ouf. En tout cas, on a très hâte de suivre ça. Et en parlant de gros succès, le deuxième film que je vais traiter, c'est évidemment, comme chaque semaine, un petit truc en plus, le film d'Artus, qui continue de surprendre semaine après semaine, puisque la semaine dernière, il n'a perdu que 29% de ses entrées. Donc là, on était déjà au 8e week-end. Il a totalisé sur cette semaine-là 407 000 entrées. Au total, on a déjà un cumul de 7 728 000 entrées en France. Il dépasse déjà La Famille Bélier, qui avait fait 7,6 millions en 2014, et vise les 10 millions d'entrées. Donc c'est déjà le meilleur score pour un film français depuis Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Et on a très hâte de voir ce que ça va donner, quoi. Enfin, au même niveau, je parle. Parce que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avait terminé à 12 millions. Je vais vous dire ça exactement. Je n'ai plus les chiffres. Là, vous êtes Shakira. Voilà. Autour des 12 millions. 12,3 millions en 2014. Donc voilà, déjà, s'il dépasse les 10 millions, c'est incroyable. Et il y a des chances qu'il aille plus loin que ça. Les millions. Tout à fait. Petite précision, parce que je vois que Dune 2 est passé top 2, du coup, cette année. Enfin. Yes. Je vois du coup certains commentaires éplorés dans notre chat sur Twitch, bien sûr. Venez nous rejoindre sur Twitch tous les lundis à 20h30. Yes. Dune 2, c'est 711 millions sur toute sa carrière au box-office. Donc en 2 semaines, Vice Versa 2 a fait mieux. C'est bien fait, parce que Dune 2, c'est nul. C'est énervé quand même.
C'est très énervé. Ah ouais. C'est très énervé parce que, ouais, je le rappelle, Vice Versa 2 a fait 724 millions de dollars au total. 724 millions de dollars en 2 semaines. C'est ouf. C'est juste incroyable. C'est ouf. C'est très mérité, hein. Dans tes dents, Denis Villeneuve. Mais qui est très content d'ailleurs. Villeneuve disait que ça le surprenait que ce soit toujours Dune le premier au box-office en 2024. Et bah voilà, ça l'a fait mentir une semaine après ses déclarations. Et c'est désormais Pixar. Très bien. Et je pense que c'est un bon, justement, une bonne perche pour parler de notre gros sujet. Exactement. La transition est toute trouvée pour parler de notre gros sujet qui est dédié à Pixar et son futur, puisque récemment Pete Docter, donc qui est le Chief Creative Officer, donc le gourou créatif chez Pixar, s'est exprimé au sujet de qu'est-ce qui attend le futur. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur de Pixar, tout simplement. Les studios Pixar qui, rappelons-le, il y a 2 semaines, ont dû se séparer de 14% de leur masse salariale. Donc on apprenait évidemment qu'il y avait une espèce de serrage de vis, tout simplement, qui avait été effectué économiquement parlant, mais aussi créativement parlant, pour Pixar. Et Pete Docter a énormément parlé de suite, mais aussi surtout de suite, pas vraiment de remake pour Pixar. Pour l'instant, non, ça parle de suite. Mais effectivement, dans l'interview que je vous ai citée tout à l'heure, au sujet de cette fameuse, de tous ces projets, il a cité 2 projets originaux. Donc Elio qui sort, c'est la prochaine sortie de Pixar, c'est l'an prochain me semble-t-il. Ouais. Un autre qui n'est pas encore annoncé, et tout le reste ce sera des suites. Donc ce qui fait évidemment lever quelques sourcils interrogateurs à ce sujet, puisque Pixar a souvent été un petit peu à la pointe de l'animation, on va dire, avec des sujets originaux. Là où Disney avait plutôt tendance à se reposer sur ses acquis, que ce soit des remakes ou des suites. Et là, le fait qu'on nous dise que Pixar va s'intéresser à aller voir dans son catalogue pour faire plus de suites, comprendre, pour faire plus de thunes de façon plus aisée, ça pose évidemment question. Bien sûr. C'est dommage déjà d'avoir cette vision-là, mais je peux la comprendre. Qui partent là-dessus au vu des résultats récents de leurs films originaux. On va pas parler de la qualité de ces films-là, on va plus parler du box-office. Et en même temps, ces films-là ont pâti d'une sortie sur Disney+. Oui. Ils n'ont pas eu le droit... Et d'un contexte très complexe. Un contexte très complexe. On rappelle que le premier film Pixar qui est sorti en plein Covid, je crois... dans mes souvenirs que c'était Soul ou... C'est En Avant, je crois. Non, il est sorti juste avant En Avant. Ah oui, c'est vrai. Il est sorti en février 2020, semaine avant qu'on soit shutdown. Ouais, c'est ça. Toi, d'ailleurs, tu l'avais vu au cinéma. Ouais. Moi, j'ai attendu beaucoup plus longtemps pour le voir parce qu'évidemment, après, on n'avait plus le truc. Et après, je crois qu'on a eu Buzz l'éclair, il y a eu Soul. Ouais. Soul était un film de Noël qui sortait directement sur Disney+, alors qu'il aurait mérité une sortie, évidemment, en salle. Exactement. Il y a eu Soul, Luca et Alerte Rouge. Alerte Rouge, et puis effectivement, ensuite, plus tard, post-Covid, c'était Buzz l'éclair. Ah voilà, c'est ça, post-Covid, c'était Buzz l'éclair. Donc ces 3 films-là, en fait, Soul, Luca et Alerte Rouge, qui étaient sortis directement sur Disney+, aussi, ont eu le droit à une ressortie en salle. Aux États-Unis, ça c'est sûr. En France, je crois pas aussi. Non, enfin, moi ça me dit rien en tout cas. Ouais, ou alors très réduite. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment des films Disney+, qui pourtant avaient l'ambition d'être des films de cinéma. Donc à l'époque, ça avait gueulé déjà en interne, en disant c'est pas normal que nos films... voilà. Bien donc sûr. Forcément, c'est comme si aujourd'hui on sortait un Vice Versa 2 sur Disney+, directement. Ça coince. On n'aurait pas le milliard voilà, forcément de revenus. Au-delà de ça, évidemment, il y a aussi les retours critiques et publics de ces films-là. Ils n'ont pas spécialement été appréciés. Non. En fait. Soul, moi je défonce, j'adore ce film. Mais c'est bien Soul. Soul, c'est super, mais vraiment Soul, je le trouve très bien. Quoi. Enfin, je l'adore vraiment. Luca, très sympathique. Casse pas 3 pattes à un canard, mais sympatoche, quoi. Oui, c'est sympa. Et Alerte Rouge, je trouve qu'en fait, c'est un peu Vice Versa ou Vice Versa 2. Surtout Vice Versa 2 parce que ça parle de puberté. Oui. Mais en plus light et moins subtil, moins intelligent, peut-être, moins
Ouais, vous traitez c'est différemment. C'est bien Alerte quoi. Rouge, mais traité différemment, quoi. Je trouve un peu plus bourrin, quoi, dans le traitement. Quoi. Oui. Un troisième acte qui fonctionne pas des masses d'ailleurs. Non, chiant d'ailleurs, avec le concert et tout, là, voilà, un peu chiant. Donc tout ça a pas marché. Buzz l'éclair n'a pas marché non plus. Buzz l'éclair n'a pas du tout fonctionné. C'est assez surprenant d'ailleurs. C'est ce qu'on disait aussi l'autre fois, on en parlait de Pixar un petit peu, et on se disait, c'est peut-être le côté un peu méta. Il y a un côté méta dans le méta, quoi. Enfin, c'était un peu peut-être mal vendu, peut-être trop compliqué. Et là arrive Vice Versa 2, qui va leur donner totalement raison en fait sur leur propos de faire des suites. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait Vice Versa, évidemment, a eu le temps de s'installer dans l'esprit des gens depuis des années, parce qu'il est sorti en 2015, ça fait 9 ans. 2015, on est d'accord, hein, c'est ça. Et en 9 ans, tout le monde a pu le voir. Tout le monde a pu, se faire son idée sur le film. Il a été apprécié, il a été adoré au fur et à mesure par des gamins. Vice Versa, je crois que c'est 800 millions à l'époque de sa sortie, donc en 2015. Donc c'est pas n'importe quelle suite, hein, Vice Versa. C'est déjà un gros score. C'est déjà un gros score. Ouais. Un film d'animation qui tutoie le milliard, il y en a assez peu quand même. Hein. Non, bien sûr. Mais d'ailleurs, la suite va certainement le faire. Donc du coup, il y a un effet indestructible en fait. Ouais, il y a de ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, et en plus c'est une autre époque. C'est-à-dire que 2015, c'est encore de l'exploitation DVD, c'est encore de l'exploitation Disney+ avec des gens qui vont découvrir ou redécouvrir le film. Donc c'est-à-dire que moi j'avais pas autant apprécié l'attente qu'il y avait autour de cette suite. Je me disais ça va marcher, mais je m'attendais pas à ce que ça marche à ce point-là. Moi non plus. Mais en revanche, c'est vrai que... Tout le monde est surpris, hein, je pense là. Vice Versa, c'est un gros succès commercial, c'est aussi un gros succès critique. Et Vice Versa 2, c'est les deux en fait. Et c'est vrai que, comme le disait très justement quelqu'un dans le chat, contrairement à Dune 2, quand tu vas voir Vice Versa 2, de base, tu prends 2 billets en fait, puisque t'emmènes ton gamin, ou ce genre de choses, tu vois, donc forcément ça aide. Et ton enfant intérieur aussi. Voilà, j'emmène mon enfant intérieur, effectivement. Pas encore emmené mon enfant. Mais ton vrai. Mon enfant externe, du coup. Mais non, mais du coup, c'est vrai que quand un film, entre guillemets, familial fonctionne, ça fonctionne de ouf. Ouais. Et c'est vrai que là, pour le coup, Vice Versa 2, il démarre sur les chapeaux de roue, et donc c'est génial. Et c'est vrai que, comme tu le disais, ça va certainement prouver que la stratégie Disney, parce que évidemment que Pixar a pas dit oui, nous on veut faire des suites. C'est certainement Disney qui leur a dit écoutez, on a besoin que vous nous prouviez aussi que vous êtes capable de faire des suites qui cartonnent, enfin des trucs qui cartonnent, faites des suites. Bon, évidemment. Il y a un film dont on n'a pas parlé, c'est Élémentaire. Oui. Qui est un film très bon exemple, très intéressant de Pixar que j'ai pas du tout aimé. Ça se trouve, je leur donne sa chance. Hein, moi j'avais plus aimé que toi, je me souviens. Tu l'avais plus aimé. Écoutez notre critique, d'ailleurs c'est l'une des dernières de Pop Tier, hein, je pense. L'été dernier, si ce n'est pas la dernière, peut-être, non franchement, c'est l'une des dernières, c'est sûr et certain. Indiana Jones après. Ouais, mais alors... ou avant, parce que je l'avais vu au Japon, Indiana Jones, et Élémentaire, je l'ai vu en France en rentrant, donc bref. J'étais sûrement un peu jet-lagué, dégoûté d'être de retour en France, c'est pour ça que j'ai pas aimé Élémentaire. Je crois que je l'ai littéralement vu une journée après être revenu, donc... Mais Élémentaire est intéressant, parce qu'Élémentaire a eu un parcours très compliqué, où il a pas du tout fonctionné au début, mais genre pas du tout. Vraiment, on pensait que ça allait être un four total. Et au fur et à mesure, bouche à oreille, c'est monté, semaine après semaine, en fait, le film a commencé à faire son bif, et à la fin, c'est devenu un succès, quoi. Ouais. Donc, une nouvelle IP, une nouvelle licence Élémentaire qui, techniquement, pourra avoir une suite tout à fait, quelques années. Et donc, est-ce que il faut pas trouver parfois le moyen de mieux marketer les films chez Pixar, de mieux vendre leur concept, peut-être ? Parce que le concept d'Élémentaire, peut-être que dans la bande-annonce, il était très clair, on va pas se mentir, mais peut-être pas assez bien vendu. Peut-être que c'est le public qui l'a bien vendu après, voilà, en bouche à oreille. Oui, c'est ça. En fait, ça, tu le comprends. Il y a eu un bouche à oreille qui est évidemment nécessaire à ce genre de rattrapage, en fait, parce que c'était le pire lancement de Pixar. Même en avant confondu, c'est-à-dire que même Covid compris, et malgré tout, il fait ses 500 millions de dollars. Ce qui n'était pas écrit du tout, puisque ça devient un des succès de l'été 2023, et alors que c'était pas donné du tout. Et c'est vrai, et d'ailleurs Pete Docter le dit dans cette interview, il dit qu'en fait,
bah, y avait peut-être une partie du public qui attendait sa sortie sur Disney+. Et c'est vrai que là, la stratégie Disney+, de Disney, et donc de Pixar, qui se l'est vu imposer, bah, fait des problèmes. Parce que du coup, si t'habitues les gens à voir les Pixar par streaming interposé, et ben qu'est-ce qu'ils vont se dire les gens? Ils vont attendre tout simplement que le film sorte en streaming. Ils vont pas aller payer 20 balles pour aller au cinéma. C'est logique. Et donc forcément, il a fallu les réhabituer. Je pense. C'est même sûr et certain, c'est une très bonne analyse parce qu'en fait, c'est vrai que le cinéma avait perdu de sa superbe. On est revenu un petit peu, voilà, on va voir des films. Il a fallu du Barbie, du Oppenheimer, du Dune, des films comme ça, des gros blockbusters. De Dune. Il a fallu tout ça. Le Dune de Netflix, tu vois, avait moins le vent en poupe à ce moment-là. Mais en fait, les deux cohabitent, en fait, tu vois. Je pense qu'il y a en fait. Ils ont voulu évidemment, on le dit tout le temps, gaver le consommateur avec du contenu. Et en fait, ils se sont rendus compte que des fois, tu as des pépites, chez Pixar notamment. Enfin, je veux dire, même si Pixar a un peu perdu en qualité parfois, on est plus sur le Golden Age, parce qu'il y a eu on va pas se mentir, clairement. L'âge d'or de Pixar, c'est pour moi vraiment entre Toy Story 2 et Toy Story 3. Jusqu'à c'est l'âge d'or de Pixar. C'est Le Monde de Nemo, c'est Là-haut, c'est Wall-E, c'est Les Indestructibles. C'est fou, juste en fait tous les bangers finalement. Les bangers, les masterclass. C'était des dingues. Je te le dis mon pote, c'était des grosses dingues. Mais Toy Story 3. Toy Story 3, j'étais juste choc-barre de baiser. Moi je te le dis, j'étais juste voilà. Et à la fin, Toy Story 3 qui est mieux que Toy Story 4. Toy Story 4 qui était peut-être la suite de trop. Mais ça, c'est autre chose. Bref, c'est un autre sujet. On est en attente de Toy Story 5, rappelez-vous. Hein, parce que ça fait partie des projets annoncés pour le coup. Alors Toy Story 5, donc ça, c'est chez Pixar et Disney de leur côté à La Reine des Neiges 3, Zootopie 2. Oui. Vaiana 2 aussi qui sort bientôt chez Disney. Est-ce que tomber dans les suites, c'est bon pour Pixar? Il y a juste en fait à faire le bilan de leur suite. Oui, alors là, pour le coup, le bilan de leur suite, est-ce qu'il est bon? Il est mitigé. Il est pas très mauvais non plus. Est-ce qu'il serait pas mitigé par la simple présence que Toy Story est là? Alors déjà Toy Story, oui, est un cas. Si t'enlèves Toy Story, est-ce que c'est pas un petit peu plus mitigé que... C'est un peu plus mitigé, mais alors on va juste leur faire vite fait. On a, je vais pas le sortir dans l'ordre, je vais pas réussir, je le fais de tête, mais on a Cars 2, une purge. Si on reste dans Cars, on a Cars 3, qui est très ok. Ça va. Oh, il est pas mal quand même. Bon. Oui. Monde de Dory, voilà quoi, ça, c'est pas ouf. Horrible Monstre Academy. Toy Story 2, évidemment, chef-d'œuvre. Toy Story 3, masterclass de banger. Toy Story 4 qui est pas ouf du tout quoi. Techniquement il est dingo mais c'est pas incroyable quoi. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme suite? Les Indestructibles 2. Les Indestructibles 2 qui est super mais qui aurait pu être bien mieux mais qui est déjà quand même super. Qui est déjà très bien. Et je crois que c'est les seuls. Et c'est tout. Donc on a quand même du très bon Toy Story, mais t'as raison, hein, Toy Story c'est un peu à part. Cars 3 que franchement plutôt ok quoi. On aurait pu s'en passer, mais ok. Et les Indestructibles 2 quoi. Donc ils peuvent faire des bonnes suites. C'est pas qu'ils peuvent, tu vois. Parce que tu vois, ils peuvent faire des méga merdes aussi en solo, c'est-à-dire sans suite aussi, tu vois. Ah bah bien sûr. Non mais c'est vrai que alors parce que là on oppose vraiment films originaux, concepts originaux à suite. Et ça veut pas forcément dire que parce que c'est original, c'est forcément bien. C'est pas vrai. En revanche, c'est vrai qu'on aime bien quand Pixar a un petit peu les mains libres pour faire des choses originales. En revanche, ça veut pas forcément dire que c'est toujours très bien. Regarde, Luca, c'est sympatoche, mais bon, c'est pas non plus... ça casse pas trois pattes dans un canard, la même chose pour Alerte Rouge, etc. En avant, on en a pas parlé, mais bon, c'est pas dingo, hein. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plus sympa que ça. Et de l'autre côté, tu vas avoir Coco, tu vas avoir Soul... tu vas avoir vice versa à l'époque quand c'était original, mais tu vois c'est donc mais t'as aussi du Voyage d'Arlo. Voilà, non mais c'est ça. Je sais qu'Armel nous écoute, hein, mais qu'elle adore voilà, c'est spécial dédicace à Armel bien sûr. Mais non mais en fait tout ça pour dire que qui dit concept original dit pas forcément bon film.
C'est vrai qu'on aime bien quand Pixar fait de l'originalité, mais parfois, bon, ils tournent un petit peu en rond. Hein, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, là, on parle de suites. Ils disent que tout leur catalogue est ouvert à de potentielles suites. Toi, si tu devais choisir, ce serait quoi la suite que tu voudrais voir de la part de Pixar ? Qui n'aurait pas encore fait, ou alors une autre licence qui pourrait continuer à se développer. Bon, Toy Story, ils vont le faire, donc je suis curieux quand même de voir ce qu'ils vont faire avec le 5, quoi. Mais après, c'est dommage de continuer après le 4. Tout dépend de l'angle qu'ils utilisent, parce que Pixar, ils sont quand même très très forts là-dessus. Ça peut être suite ou préquel, hein, aussi. Hein, parce que tu vois, Monster Academy, ou spin-off. Ou spin-off, Monster Academy, c'était un préquel. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir 15, on en a trop eu. Là-haut, tu peux pas, de toute façon, il faut que ça reste un truc indépendant. Qu'est-ce qu'on a? Wall-E non plus, tu peux. Tu vois, moi, il y en a un que je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas encore de suite, c'est Ratatouille. Les ricains adorent Ratatouille. Ratatouille. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas eu de Ratatouille 2. Non pas que j'en ai envie, mais je suis surpris qu'il n'y en ait toujours pas eu. Pas gâché, en fait, juste pas gâché. Ouais, peut-être. Tu vois c'est 623 millions de dollars, hein, Ratatouille 1. Non, mais ça cartonnerait, ça ferait le en milliard. 2007, le 2. Hein. Non, mais laisse tomber, le 2 il fait le milliard. C'est évident. C'est sûr et certain. Mais parce qu'il n'y a rien à compter, dit Ten, je suis assez d'accord avec ça. Parce que quoi? Parce qu'il n'y a rien à raconter. Oui, mais il y a toujours quelque chose à raconter. Oui, bah oui. Les Indestructibles 2, tu vois, ça a mis vachement de temps, mais il y avait forcément quelque chose à raconter. Je réfléchis, c'est une bonne question, tu me prends comme ça, mais... Je suis désolé, je t'ai pris un petit peu de cours. Non, pas du tout, mais je réfléchis, c'est une très bonne question. Ou un remake, alors par contre, tu vois, remake, je change un peu le truc, mais remake, moi j'aimerais bien voir un remake de comment il Bugs Life, merde, les... Mille et une pattes. Mille et une pattes. Pourquoi pas? Aujourd'hui, avec la tech d'aujourd'hui. Pourquoi pas? Ça serait trop cool, avec la technologie d'aujourd'hui, j'aimerais bien, tu vois. Ça pourrait être pas mal. Spin-off, tu vois, Buzz l'éclair, c'était super comme idée. Oui, c'est vrai. J'ai lancé le film, mais genre, j'ai grand plaisir. C'est mon perso préféré, tu vois. Donc, c'est un énorme plaisir d'avoir lancé ce film. Il y a des spin-offs à faire, il y a plein de trucs. Il y a complètement des spin-offs à faire, c'est évident. En fait, tu vois, je préfère être cet enfoiré qui va critiquer Élémentaire et qui va se dire, ah, non, Pixar se renouvelle pas, et non, c'est un Pixar mineur. C'est exactement. Écoutez, avec cette voix-là, en plus, je l'avais quand j'ai dit. Oui, réécoutez le podcast, je vous jure, c'est comme ça qu'il parlait. Voilà. Et comment. Et en fait, je préfère être ce mec-là qui dit tout ça. Mais qui reconnaît que au moins il tente des choses. Je préfère ça plutôt qu'un Pixar qui va nous faire Toy Story 22 et Ratatouille 4, tu vois. Je suis assez d'accord. M'en fiche, tu vois. Je suis assez d'accord. Moi, en fait, c'est pour ça que je préfère. Tu vois, j'aimerais pas avoir de Wall-E 2 ou de Lao 2 parce que ça n'a aucun sens. Tout dépend. Wall-E 2 peut te raconter un préquel. Franchement, tu me fais un préquel sur Eve, pourquoi pas? Mais tu me fais Wall-E 2. Tu fais un préquel sur la fin du monde, en fait. Ouais, c'est horrible hein, comme film. Hein. Mais tu me fais un préquel sur comment le monde est tombé, tu vois. Je sais pas, ça peut être intéressant. Mais Tu fais un voyage d'Arlo 2? Non, jamais. mais bref, on est parti sur ce sujet-là. Mais est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Je pense que non, évidemment, c'est jamais une bonne idée de se faire... de penser qu'à des suites et franchises, etc. L'intérêt de Pixar, et ça a toujours été leur truc, en tout cas pendant de nombreuses années, c'est des concepts. C'est des high concepts tout le temps. Si Pixar ne fait plus de high concept ou s'ils continuent à décliner leur high concept ensuite, Pixar perd de sa superbe et de sa valeur. Et en fait, d'autres vont arriver. Et Disney, en fait, l'autre branche de Disney, est meilleure là-dessus. Et on sait qu'ils s'affrontent. Moi, Vaiana... j'ai grand plaisir à me lancer dans Vaiana, tu vois, plutôt que, je sais pas, En Avant, Voyage d'Arlo, tu vois. Et est-ce que, quelque part, Pixar devrait pas attaquer directement Disney Studios sur son terrain de jeu favori, qui est le film d'animation musicale? Ils l'ont jamais fait. Ouais. Mais heureusement qu'ils le font pas. Non, mais tu vois, ça, ils pourraient. Ouais, après, ils bossent dans la même entreprise, donc chaud, quoi. Ouais, à voir. Je sais pas. Mais écoute, voilà pour ce qu'on avait à vous dire là-dessus, bien entendu. On veut aussi avoir votre son de cloche dans les commentaires, bien sûr. N'hésitez pas à commenter cette vidéo là où vous êtes et à nous dire si vous pensez que Pixar doit faire des suites ou continuer à faire de l'originalité. Et si jamais vous voulez voir des suites de la part de Pixar, quel film Pixar vous voulez voir ensuite?
tout simplement. Exactement. Voilà pour ce gros sujet de la semaine. On va passer au radar des sorties. Oui, puisqu'il y a 2 sorties salles d'importance cette semaine, notamment Le Comte de Monte Cristo qui sort le 26 juin en salle en France. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Avec Pierre Ninet, et par la même équipe qui nous a porté les 3 mousquetaires en 2 parties l'an dernier. Alors, 2 petites précisions. Scénaristes, et non pas... c'était Martin Bourboulon. Oui, tu as raison. Qui s'était occupé des 3 mousquetaires. Eux, c'est les scénaristes, donc Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. Et tu as dit 26 juin, mais non, ce n'est pas le 26 juin. Exceptionnellement, le film sort le 28 juin. En fait, voilà, il profite, je crois que c'est la fête du cinéma en fait. C'est pour oui, je vais le dire juste dans quelques secondes. Ouais. Il profite de la fête du cinéma pour le sortir le vendredi, c'est exceptionnel en France, c'est rare, mais ils sortent le film le vendredi. Voilà, j'ai écouté une interview de Pierre Ninet qui... Je te remercie pour ce petit fact-checking en direct. On est en duo, hein, on bosse ensemble. On bosse ensemble, est-ce que c'est mon coup je vous propose aussi Sans un bruit, Day One ou Jour 1, qui sort du coup le 26 juin, là pour le coup cette fois. Sauf si fact-checking en direct il y a. C'est découvrir comment notre monde est devenu silencieux, évidemment. C'est le préquel de Sans un bruit numéro 1 et de Sans un bruit numéro 2, tout simplement. Et donc du coup, effectivement, je ne vous ai pas montré le diaporama, mais du 30 juin au 3 juillet, vous pourrez payer vos places de cinéma à 5 € partout en France dans les cinémas participants, parce que c'est la fête du cinéma. Donc profitez-en pour aller vous rafraîchir, bien entendu, il fait chaud en ce moment. Dans les salles obscures, il y a quand même un certain nombre de films à aller voir. On a parlé de Vice Versa 2, mais aussi ces 2 films-là, pourquoi pas, pourraient vous intéresser, ainsi que d'autres. Côté on en parlera peut-être d'ailleurs du Comte de Monte Cristo, ouais, si on arrive à se chauffer, parce que c'est 3 heures qu'il faut passer en salle de cinéma, donc il faut pouvoir se débloquer le temps. C'est ça. En sortie streaming, je vous propose un documentaire qui s'appelle Je suis Céline, qui sort sur Prime le 25 juin prochain. C'est un documentaire qui veut donner un aperçu brut et honnête des coulisses de la lutte de la superstar emblématique contre une maladie qui a changé sa vie. Voilà, donc c'est sorti aux États-Unis en salle, et en France, nous, on l'a directement en streaming. Ouais, elle a une maladie, en fait, de la personne raide, ou un truc comme ça. En gros, ça l'empêche de se mouvoir comme elle veut, et elle a des problèmes de muscles, en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, elle a un peu dû réapprendre à chanter, etc. Donc, voilà, c'est bon. À voir pour les gens qui... ça va pas un carton cette histoire. Ah oui, mais certainement. Pour les gens, évidemment, qui apprécient la personne, n'hésitez pas. C'est sur Prime le 25 juin. En jeu vidéo, je vous propose également Luigi's Mansion 2 HD, qui sort sur Nintendo Switch le 27 juin. C'est un portage haute définition d'un classique sorti en mars 2013 sur 3DS. C'est un jeu d'aventure où Luigi doit chasser le fantôme malgré sa peur panique des spectres. Voilà, Luigi's Mansion, c'est toujours stylé. Donc voilà, pour les gens qui ne l'auraient pas fait, ça sort sur Switch le 27 juin. Également le 27 juin, il y a Palworld qui se met à jour avec une mise à jour de contenu qui s'appelle Sakurajima. Donc c'est l'ajout d'une île qui s'appelle Sakurajima, donc qui est très inspirée par le Japon, avec des cerisiers en fleurs, etc. Et, mais aussi de nouveaux monstres, de nouvelles mécaniques, etc. Voilà, donc les amateurs savent déjà. Un truc entre tradition et modernité, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, okay. Un pays à cheval entre la tradition et la modernité, bien entendu. C'est le pays du soleil levant, nous sommes les fils du soleil levant. Exactement, les enfants du soleil. Très bien, allez, c'est l'heure des recos. Il fait chaud, on va enchaîner. Hein. C'est l'heure des recos. Les recos, Vice Versa 2, bien sûr. On vous en a parlé en long, en large et en travers dans une critique qui est sortie jeudi dernier. Évidemment, on va pas vous la refaire en entier, mais juste pour vous redire que c'est très bien et que nous, on a vraiment apprécié et qu'on a été touchés quelque part en plein cœur. Voilà, par ce deuxième film qui justifie son existence en l'occurrence parce que il parle de la puberté. C'est un film qui est pas réalisé par Pete Docter mais par Kelsey Mann et qui visiblement a des choses à dire sur la puberté et moi m'a vraiment touché sur ce qui s'intéresse notamment à l'anxiété et à la venue du coup de toutes ces nouvelles émotions qui viennent déboussoler un petit peu les anciennes émotions et qui vont devoir un petit peu trouver leur place dans ce nouveau monde, dans la tête de Riley. Et moi honnêtement j'ai trouvé ça super.
Non, ça fonctionne très très bien. On vous invite vraiment à aller écouter notre critique, ce sera beaucoup plus intéressant plutôt qu'on fasse un résumé ici. Tu l'as dit, par contre, le réalisateur avait des choses à dire. C'est marrant, je regardais des interviews de lui. Il disait qu'il s'était entouré dans le studio de Pixar en fait d'un groupe d'étudiantes collégiennes, lycéennes en fait pour savoir au fil des années ce qui vraiment les rendait honteuses, ce qu'elles voulaient exactement, tu vois, faire à la puberté, etc. Et ils leur ont montré peut-être pas des dizaines, mais en tout cas beaucoup de versions du film en préparation pour à chaque fois valider avec elle en fait ce qu'elle pensait. C'est super malin. C'est très malin. Et film qui marche vraiment pour tout le monde aussi, qui marche comme on l'a dit pour les enfants, mais aussi pour les adultes. C'est très très bien, c'est très touchant, c'est très drôle aussi. Ça marche en VF comme en VO. Moi je l'ai pas vu en VO, mais toi tu m'as dit que c'était très bien. Ouais, moi je confirme que la VF aussi est super. Et ça passe très vite. Donc vraiment, c'est sûr et certain que ça va être le gros carton qui a déjà commencé. Et ça mérite. Ça va se poursuivre. Et c'est très, très mérité. Ça fait du bien de voir Pixar aussi revenir à ce niveau-là. Carrément. Cool. Ouais. Exactement. Donc évidemment, notre critique à découvrir dans vos flux de podcast ou sur YouTube et Dailymotion. Pour en apprendre plus, puisqu'on va dans le détail évidemment sur notre avis sans spoiler. Et ensuite, il y a une partie avec spoiler pour les gens qui auraient vu le film et qui veulent nous écouter un petit peu, aller plus dans le détail encore. Et tu as une deuxième reco, Adrien. C'est un spectacle, un one-woman show. Ouais, de Laura Felpin. Laura Felpin qui a fait son spectacle pendant 2 ans à peu près, qui a tourné avec son spectacle, qui commençait déjà à faire un peu du bruit à Paris, puis même en province au fur et à mesure, et qui a quand même remporté le Molière du meilleur spectacle de comédie. Alors est-ce que c'est le meilleur premier spectacle de comédie, ou je crois que c'est juste le meilleur spectacle de comédie en 2023. Donc c'est pas rien, donc j'étais très curieux de le découvrir. Il est tombé sur Canal la semaine dernière, qui s'appelle... Molière de l'humour en 2023. Molière de l'humour, c'est ça, voilà. Donc il s'appelle Ça passe, qui est très très drôle, qui est super. Laura Felpin qui a écrit très très bien, qui a vraiment... Bon, faut aimer, l'humour c'est subjectif, évidemment, mais moi ça fonctionne très très bien sur moi. Elle a plusieurs personnages, pour ceux qui la connaissent, ils le savent, qu'elle arrive très bien justement à changer sa voix, à moduler sa voix, à prendre un petit peu des voix de voix off, parfois de pub. Elle s'en moque d'ailleurs dans son spectacle, c'est très drôle. Elle dit que notamment les voix de pub pour bagnole, c'est vraiment pour des mecs que ça excite, enfin des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est souvent des voix un peu voilà, avec des voix très comme ça. Bonsoir, je prends une voiture. Donc ça fait partie du spectacle. Il y a des trucs trop drôles et je me suis reconnu dedans, j'ai trouvé ça incroyable. À un moment, elle parle d'un personnage qui est dans un train. Et en fait, elle se met à l'intérieur de ce perso dans sa tête et elle se dit, mais attendez, si je baisse le volet de la fenêtre SNCF, en fait, ça va déranger mon voisin qui est aussi devant. Parce qu'en fait, moi, je le baisse pas que pour moi. Donc en fait, je vais lui gâcher le paysage aussi, quoi. Et c'est des réflexions débiles que moi j'ai. Parfois, je fais, mais j'ai pas envie d'être désagréable en baissant aussi le truc. Bref, je le raconte, c'est horrible de raconter un spectacle. Donc je vais arrêter de raconter un spectacle, c'est nul, c'est horrible. Mais tout ça pour dire que c'est ultra rythmé, c'est ultra drôle, c'est très bien vu. Elle est aussi entourée de son co-auteur qui s'appelle Cédric Salin, qui est super, qui fait partie intégrante du spectacle, qu'on voit assez régulièrement avec elle, donc qui est un bon acteur, et ça donne envie juste de voir son prochain, en fait, simplement, quoi, parce qu'elle a vraiment énormément de talent, et elle fait un peu penser à Foresti pour ceux qui aiment bien Foresti. Elle a un truc un peu à la Muriel Robin aussi dans les personnages et tout, donc ça fonctionne super bien. Elle parle aussi de son histoire, elle n'oublie pas de parler un petit peu de ses origines, et ça marche, ça fonctionne très très bien. Laura Felpin, le spectacle s'appelle Ça passe et c'est disponible sur Canal+, qui est très très proche évidemment des humoristes en France. Et voilà, ça ne m'étonne pas du tout que ce soit bien. Laura Felpin, ça fait un petit moment qu'elle monte et elle montre régulièrement qu'elle a le talent notamment d'écriture, mais aussi de l'improvisation. Et ça donne super envie. Moi j'ai très envie de mater ça. J'ai vu des extraits sur les internets. Et je vais aller regarder ça avec ma petite femme. Et tu vas passer un très bon moment, je pense. Ouais. Super, mais écoutez, clap de fin quasiment en 1 heure, c'est tout simplement le contrat, j'ai envie de dire. Il est rempli. Qu'on a passé avec le diable depuis 1 an et demi. C'est tout simplement Pop News. Bien entendu, on vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau récap de l'actualité pop culturelle. Évidemment, TikTok se met
à biper, parce que ça faisait longtemps. Et on se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour un nouveau récap de l'actualité pop culturelle. N'oubliez pas les petites étoiles, les likes partout où on est. Et nous, dans la foulée, ce qu'on va faire, c'est le récap et le débrief de House of Dragon épisode 2. N'hésitez pas à aller l'écouter ou le regarder sur nos pages YouTube, etc. Rejoignez-nous sur les internets, sur Discord et puis c'est tout. Ah oui, sur Ko-fi aussi. Devenez abonné, ça nous ferait super plaisir. Voilà tout le monde. Ouais, c'est très gentil. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine, portez-vous bien. Salut à tous.